Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot. Eh oui, vous écoutez bel et bien le dernier numéro de la saison 2 des Libéraux. Comme le dit l'adage, toutes les bonnes choses ont une fin et cette formidable saison que nous venons de passer ensemble ne fait pas exception. Pour ce dernier numéro, et pour faire écho aux 3 précédents épisodes, nous vous proposons de revenir sur les joueurs français passés par la Première Ligue. Les meilleurs, les idoles, les moins bons et les déceptions. On va essayer de fermer le rideau de la saison 2 de la meilleure manière possible. Et quoi de mieux pour le faire que de parler de Thierry Henry, d'Éric Cantona, de Patrick Vieira et de William Prunier. Les libéraux, qui auront le privilège de clôturer la saison 2 à mes côtés, sont Gilles Christ. Salut à tous. Johan. Salut les gars. Et Raphaël. Salut les gars. Quoi, vous avez un problème avec William Prunier ? Non, mais pas. Bonjour. Voilà. C'est un très beau nom, très beau joueur, chauve en plus, donc pas de problème. Alors, monsieur, le Jabstam français. Exactement. Alors, c'est le dernier épisode, messieurs. Hein. Donc, on va essayer de tout donner pour bien finir cette saison qui aura été magnifique. On aura l'occasion de vous faire quelques annonces à la fin de ce numéro, alors restez jusqu'au bout. Alors, on va aussi essayer de vous tenir en haleine avec ce sujet, les Français de la Première Ligue. Alors, je vais commencer tout de suite en vous donnant un chiffre, 207 joueurs à date d'enregistrement de 2020. Français ont participé au moins à un match de Première Ligue. C'est donc concrètement la deuxième nationalité la plus représentée après l'Angleterre. Première question, je la pose à Gilles Christ. Comment t'expliques cette proximité ? Mais déjà, par la géographie, même si ce n'était pas forcément évident, on connaît on va dire l'inimitié qu'il y a entre Français et Anglais dans l'histoire contemporaine et dans les conflits qu'il y a pu avoir avec après aussi l'entente cordiale. Ça, c'est pour les fans d'histoire. Mais après, pour ce qui concerne le football, c'est l'ouverture progressive du football à l'internationalisation qui a permis aux Français de traverser la Manche à partir du donc avec notamment, je ne sais pas si on peut faire un lien entre la concrétisation de l'Eurostar et de l'Eurotunnel qui a permis aussi donc aux Français de pouvoir aller plus vite en Angleterre et à ces joueurs-là de pouvoir y aller de pouvoir exercer leur talent de l'autre côté de la Manche et surtout il y a toujours eu quelqu'un qui ouvre la voie, c'est Éric Cantona. Quand je dis qu'il ouvre la voie, c'est pas peut-être lui qui a été le premier, mais c'est celui qui a fait la différence et qui a créé quelque chose pour que d'autres suivent derrière. On va parler évidemment de Cantona. Comment ne pas parler de Cantona dans un épisode avec un tel intitulé ? Johan, je vais poser une question aussi un peu bête, mais ça va être aussi une façon de comprendre cette situation. Quand on regarde les choses de près, la France est le premier exportateur de footballeurs professionnels. Le premier pays européen exportateur de football professionnel dans le monde, c'est après le Brésil. L'Angleterre, de son côté, est le premier importateur de joueurs étrangers. Finalement, avoir autant de joueurs français en Angleterre, c'est quasiment logique. Oui, clairement, le mariage, il semble inévitable au vu des 2 critères que tu viens d'évoquer. Après, ça a aussi beaucoup coïncidé avec le fait que la Première Ligue devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, un championnat attractif, que ce soit en termes de salaire, la culture du football qui est en Angleterre et qu'on n'a pas malheureusement ici. Je pense que c'est certains critères qui montrent que le mariage était inévitable. Et comme a dit Gilles Christ, le facteur Éric Cantona, c'est un facteur qui a beaucoup joué aussi quant à l'exportation des joueurs français en Angleterre, quoi. Avant de parler d'Éric Cantona, qui constitue en fait véritablement une révolution, on aura l'occasion d'en parler très longuement dans ce numéro, mais j'aimerais juste donner la parole à Raphaël pour donner aussi peut-être une autre indication. C'est surtout quelque chose qui vient dans l'esprit des gens depuis une dizaine d'années maintenant, c'est que pour un joueur lambda de haut niveau en France, jouer en Angleterre, c'est le but ultime, même s'il s'agirait de jouer en 2e division. Ouais, voilà, c'est ça. Puis il y a aussi l'aspect financier, parce qu'avec le montant des droits télé, soit même en Championship ou en Première Ligue, ça attire forcément. Puis il y a cette culture en fait que cultive justement l'Angleterre avec les stades à l'anglaise. Donc c'est de moins en moins en meilleur, mais il y avait cette culture-là, culture du professionnalisme, culture du football. Le football a été créé là-bas, donc forcément il y a une espèce de tradition en fait qui est véhiculée de génération en génération. Et avec le renouveau de cette Première Ligue-là, qui a coïncidé aussi avec l'arrêt Bosman, l'émergence des joueurs français dans les années 90,
En fait, ça me fait un peu penser, bon, je ne veux pas comparer la Première Ligue à la NBA, mais il arrive un moment où quand la NBA devait se réinventer et on va dire éviter le chaos et le cataclysme des dettes, etc. dans les années 80, ils se sont ouverts aux autres pays et on a vu beaucoup plus d'étrangers, d'internationaux, enfin de pays étrangers intégrer cette ligue, des joueurs français, italiens, espagnols, européens, asiatiques, etc. Bah, avec la Première Ligue, c'était ça. C'est quand il y a eu la création de la Première Ligue au début des années 90, on a vu parallèlement la hausse des différentes nationalités représentées au sein des équipes avec les joueurs. Et je pense que ça a joué aussi à ce que les droits télé explosent, etc. Et qu'on en arrive aujourd'hui à une ligue cosmopolite. Mais tu parles de ce sauvetage, entre guillemets, du football anglais avec cette ouverture. Et on aura l'occasion de le dire ici, mais les Français ont été quasiment les plus importants dans ce sauvetage, et notamment un certain Arsène Wenger et Patrick Vieira. Patrick Vieira, dont on a parlé dans un précédent podcast, où on avait montré encore une fois qu'il représentait l'arrivée de ces joueurs de haut niveau, mais de l'étranger. Effectivement, les Français ont un rôle très important. Le Français qui a le rôle le plus important, c'est évidemment Eric Cantona. Tout commence avec lui, puisqu'il est le premier joueur français de l'histoire de la Première Ligue, et puisqu'il vient, enfin, dès son départ en 92-93. Je rappelle qu'il est champion d'Angleterre également en 91-92. C'était pas la Première Ligue, mais il est quand même champion avec Leeds. Finalement, Gilles Christ, Eric Cantona, c'est le pilier de cette histoire franco-britannique. Oh, c'est l'homme qui change tout. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le King. Et que dans un podcast de la première saison qui a peut-être été, on va dire, qui a un peu agacé certains sur les réseaux sociaux, on a eu une unanimité de Cantona par rapport à Henry. C'est parce que on parle de révolution, on parle de quelqu'un qui change le cours des choses. Et le fait que Cantona arrive en Angleterre, alors que c'est un paria un petit peu en France, alors qu'il pense à aller au Japon, et qu'il y a cette opportunité qu'il a donc de signer d'abord à Leeds, puis la saison d'après de signer à Manchester United, ça change beaucoup de choses, puisque on peut pas faire il fait 7 saisons en Angleterre. Il est champion 6 fois. Et la saison où il n'est pas champion, c'est la saison où il met le high kick contre Crystal Palace. Quand il est suspendu. Quand il est suspendu. Donc du coup, on se dit qu'il y a la Première Ligue, il y a Manchester United sans lui, et il y a la Première Ligue et Manchester United avec lui. Et le fait de voir quelqu'un d'étranger, de français, qui domine les Anglais et le Royaume en Première Ligue, mais on va dire que ça donne des idées à d'autres pour pouvoir venir exercer leur talent et se dire que oui, c'est possible, qu'on peut être rejeté en France, ou peut-être ne pas correspondre aussi aux standards du jeu en Italie ou en Espagne, venir en Angleterre, avoir cette capacité technique au-dessus de la moyenne par rapport aux Anglais de l'époque, et briller dans ce championnat où vous allez être adulé à la hauteur du fanatisme des supporters. Un Français roi d'Angleterre, Johan, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, d'autant plus que, compte tenu de l'histoire qu'il y a entre les deux pays, c'est quand même quelque chose qui était assez inouï à l'époque. Après, moi, je dirais que c'est extraordinaire, mais comme on l'a dit lors de plusieurs épisodes, notamment des coachs anglais, les Anglais n'ont pas de mal justement à accepter l'étranger en fait. Si un joueur étranger arrive, donc là on parle des Français, mais si un joueur étranger arrive et fait ses preuves avec brio, les Anglais ne feront pas attention à oui, il a fait ça il y a tant d'années, etc. Contrairement à ce qu'on peut faire en France. Donc les Anglais justement t'acceptent comme tu es et veulent que tu leur montres vraiment qu'on a raison de compter sur toi. Et je pense que ça, c'est une qualité qui est indéniable chez les Anglais, si bien qu'il y a beaucoup de joueurs français qui n'étaient pas forcément respectés ici ou bien pas forcément connus ici, qui ont été des véritables idoles dans leur club. On a parlé d'Eric Cantona, on a parlé aussi de David Ginola. À la suite, on évoquera justement, je pense à la fin de l'épisode, de certains joueurs français pas forcément connus en France, pas forcément respectés en France, mais qui ont joui d'une très belle réputation outre-Manche. Et voilà, je pense que c'est typiquement anglais d'accepter n'importe quel joueur étranger, compte tenu de l'histoire qu'il peut y avoir justement entre le pays et puis le pays d'origine du joueur, quoi. On aura l'occasion de mentionner plein de joueurs français, hein, bien évidemment, dans ce numéro, mais j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire, sur le fait que les Anglais aient une acceptation des joueurs étrangers. Je suis d'accord avec toi, avec le recul qu'on a aujourd'hui, la perspective de cette réalité, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Raphaël, mais s'il n'y a pas Cantona,
il n'y a pas forcément l'acceptation des joueurs étrangers par les Anglais. Bien sûr, puis qui d'autre que Cantona justement pour inculquer et amener un peu cette grande gueule et cette arrogance au bon sens du terme à la française, parce que c'est lui qui décale un peu et qui change les codes, on va dire. Mais c'est un peu l'image de ce championnat qui est en pleine révolution et qui est en quête de nouvelle identité. Mais après, forcément, s'il n'y a pas Cantona, il n'y a pas Ginola, il n'y a pas de Vieira, puis après, il n'y a pas Henry, il n'y a pas Intel, il n'y a pas Barthez. Enfin, ça s'enchaîne. Donc forcément, c'est le pionnier de ça. Et forcément, on ne peut pas. En fait, voilà, c'est ça, on ne peut pas s'imaginer. Voilà, je ne dis pas que c'est le créateur, mais c'est vraiment le premier à avoir passé la barrière. Et s'il n'avait pas réussi son expérience là-bas, à Leeds, puis à Manchester United, bah, peut-être que cet exode aurait été fait, mais peut-être plus tard, par l'intermédiaire d'un autre joueur. On ne sait pas, mais. Au-dessus, c'est le soleil. En tout cas, justement, au milieu des années 90, il y a aussi une législation européenne qui va changer et qui va permettre davantage aux joueurs français d'arriver en nombre en Angleterre à partir justement de 95-96. Alors, les premiers Français qui vont venir après Cantona, c'est Ginola et William Prunier. Et juste après, la saison d'après, c'est 1996. Et là aussi, on a des joueurs comme Franck Leboeuf qui va arriver, mais d'autres aussi joueurs inconnus comme Pierre Laurent qui va arriver à Leeds ou encore le gardien de but Lionel Pérez qui va signer à Sunderland. Je parle pas des joueurs qui vont arriver dans les bagages d'Arsène Wenger. On aura l'occasion d'en parler juste après. Justement, sur ce changement un peu de paradigme de la législation européenne, il y a justement ce joueur qui va briller pendant très longtemps. Chris parlait tout à l'heure de ces joueurs qui n'étaient pas forcément respectés dans leur pays. C'est peut-être l'adage qui représente le mieux ce que va être David Ginola en première ligue. Johan, David Ginola, c'est un joueur qui est libre en fait en Angleterre. Et c'est pour ça qu'il est aussi respecté et c'est pour ça qu'il a même été élu le meilleur parmi tous les Anglais en 99. C'est ça. Donc dans un premier temps, pour en revenir à la genèse de l'histoire de Ginola en Angleterre, à la base, Ginola est pressenti pour jouer au Barça, parce que Cruyff, notamment lors du quart de finale avec des champions 1994-95, est subjugué par son talent. Donc ils songent à le faire venir au Barça. Et c'est Newcastle qui... Comment ? El Magnifico. C'est ça, exactement, El Magnifico. Et c'est Newcastle qui rafle la mise. C'est Newcastle qui rafle la mise, justement, dans les prochaines saisons qui suivent. Et David Ginola, comme tu l'as dit, Reda, David Ginola est dans un pays, dans un premier temps, où il est aimé. Parce que David Ginola, à titre personnel, moi, parmi les joueurs français des années 90, moi, c'est mon joueur préféré, en termes de purement technique, etc. Donc, David Ginola arrive dans un milieu, justement, où on lui laisse toute la liberté qu'il veut. Et à ce niveau-là, il subjugue justement le St. James Park. Et en point d'orgue, après, ce que je trouve paradoxal justement, c'est que ses meilleures années en Angleterre, il les font à Newcastle, mais le titre de meilleur joueur de la saison, il l'a quand il est à Tottenham. Donc voilà. Mais David Ginola, c'est clair que ça a été le deuxième, on va dire le deuxième chaînon qui propulse justement le football français en Angleterre et qui provoque également justement cet exode qui est monstrueux entre la France et l'Angleterre, quoi. Raphaël, toi qui es parisien, Ginola va être enfin respecté à sa juste valeur? Oui, bien sûr. Et puis, comme par hasard, on va dire qu'il y a un lien entre les joueurs français qui brillent en première ligue et leur histoire avec l'équipe de France ou avec le peuple français qui ne se tourne pas toujours bien, que ce soit Cantona avec l'équipe de France, David Ginola après le cloaque de 1993 avec les Bleus. Par la suite, on verra aussi Thierry Henry qui n'était pas spécialement à l'aise aussi avec les médias français, avec la France tout simplement. Voilà, et Ginola a su redorer son blason justement avec ces expériences-là, même si avec le Paris Saint-Germain quand même il avait fait quelques bonnes années, surtout sa dernière en Ligue des Champions. Il s'est vraiment révélé aux yeux des clubs européens. Mais oui, c'est vrai que Ginola, en fait, la première ligue était vraiment conçue pour lui. Un peu comme Cantona, c'est vraiment un championnat où le jugement n'existe pas, la combativité est récompensée et le travail paye et on salue les artistes et c'est ce qu'au final on a retenu du passage de Ginola en première ligue. C'est un artiste qui s'est révélé, qui a pu se libérer et qui a été apprécié à sa juste valeur. Mais après, si je peux intervenir, excuse-moi Reda, si je peux intervenir également, c'est que
La première ligue aussi, le fait que c'est un exemple assez bête que je vais vous donner, mais le fait que les résumés de matchs de première ligue soient retransmis en France, ça provoque aussi justement cette volonté d'aller en Angleterre, parce qu'en France, on n'est pas habitué à voir ce genre d'atmosphère avec le public qui est proche des terrains, etc. Et une émission comme l'équipe du dimanche à l'époque, qui montre les exploits de Ginola à Newcastle et de Cantona à Manchester United, provoque, je pense, chez certains joueurs de football professionnel jouant dans le championnat de France, cette envie d'aller en Angleterre. Et en plus, ils s'invitaient, enfin, ils faisaient vraiment des focus, ils s'invitaient chez eux pour faire les émissions. Enfin, moi, je me rappelle de Thierry Gilardi à Newcastle, où ils ont foutu un bordel pas possible dans la maison de David Ginola, où il y a Kevin Keegan aussi qui est là. Et je pense que ce genre de choses aussi peut être un élément qui catalyse cette volonté du joueur français de s'exporter en première ligue. Hein. Mais c'est d'autant plus fort avec un joueur comme Ginola et avant lui Cantona, c'est parce que Gilles Christ, il y a aussi ce côté effectivement nul n'est prophète en son pays, et pour le coup, jouer en Angleterre, ça vous pousse à être encore meilleur. Donc si on a l'exemple d'un Cantona ou d'un Ginola qui ne sont pas forcément appréciés, j'imagine que les autres joueurs qui sont appréciés, ils se disent que partir en Angleterre, c'est quelque chose qui va forcément donner du poids à leur carrière. Ton regard, toi, sur Ginola l'anglais, si je peux me permettre. Sur Ginola, c'est aussi l'un des premiers souvenirs que moi j'aide aussi du football, parce que c'est vrai que on nous parlait, si vous suivez les Guignols, par exemple, de Cantona en Angleterre, il y avait aussi pour Ginola, c'était aussi sur TF1, on essayait de voir aussi ses exploits un petit peu en Coupe d'Europe, de se dire qu'il y a un Français qui joue à l'étranger, c'était des motifs de fierté, ils n'étaient pas forcément très nombreux au départ, et ils étaient à très haut niveau. Et pour Ginola, c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'il est élu meilleur joueur dans une équipe qui n'est pas forcément au top en 99, alors que quand il est à Newcastle, il est dans une équipe qui essaie de se battre contre Manchester United pour être champion d'Angleterre. On voit par exemple une technique incroyable de la part de ce type de joueur, un joueur beau à voir jouer. Par exemple, comme dirait notre ami Damas, très élégant, racé. Très beau. Ah oui, il est beau. Il est très beau. Il faut le dire. Et c'est ce type de joueur dont les Anglais et les Anglaises raffolent également, et qui a fait aussi beaucoup pour lui, puisque il a aussi accru sa notoriété médiatique davantage en Angleterre qu'en France, avant qu'il puisse revenir en tant qu'animateur télé, comme on peut voir ces dernières années. Mais c'est en Angleterre qu'il est devenu une superstar, et que peut-être ça a suscité, toujours avec Ginola, parce qu'il est toujours dans la controverse, la jalousie ou les critiques de la part des Français, mais des Anglais, toujours le respect et l'admiration. Alors, il y a eu cette révolution Cantona, il y a cette similitude avec le parcours de Ginola, mais celui qui va véritablement, à sa manière, révolutionner la Première Ligue grâce aux étrangers et en particulier les Français, ça va être Arsène Wenger. Arsène Wenger qui va arriver en 1996 avec dans ses bagages Patrick Vieira, Rémi Garde et Nicolas Anelka. Je précise Nicolas Anelka parce qu'il y a aussi cette période, ce petit truc qui va beaucoup suivre Arsenal et la Première Ligue, c'est d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas forcément confirmés dans les autres pays, et on va voir que par la suite, ça va constituer un travers de ce système d'aller chercher des joueurs français. En 97, il y a Grimandi, Petit. 99, Henry, en 2000, Pires, Wiltord. Je peux aussi citer Sigan et même Guillaume Vermus, si vous voulez, en 2002. En 98, il y a aussi David Grondin. Tu peux aussi citer Ali Adir aussi. Hein. Jérémy Ali Adir, ouais. Ali Adir qui fait partie aussi de ce système-là. Votre regard un peu sur ce que j'ai appelé la révolution Arsène Wenger. Johan. Oui, écoute, Arsène Wenger a fait un petit peu à l'instar de ce que Mourinho a fait quand il est arrivé à Chelsea. Il a fait venir justement des bons joueurs français, et je pense qu'Arsène Wenger a eu ce flair. Je pense qu'il a eu ce flair en se disant que la Première Ligue est techniquement et tactiquement un peu en retard, et ces joueurs français qu'il va faire venir justement avec cette rigueur française, comme on l'a souvent dit dans les anciens épisodes de Libéraux, la France est le deuxième meilleur championnat du monde à l'époque. Donc, on sent vraiment que Arsène Wenger a eu cette idée-là depuis le Japon, donc avant qu'il arrive en Angleterre, de faire venir certains joueurs qui peuvent lui permettre, et à Arsenal et à la Première Ligue, de s'attendre à quelque chose de nouveau. Et justement, les preuves seront bonnes à ce niveau-là, dans le sens où Arsenal gagnera le titre une année après son arrivée, donc notamment avec les arrivées de Petit, comme tu as dit, Vieira, Grimandi et Anelka.
Donc oui, je pense qu'Arsène Wenger justement a été l'élément catalyseur justement de cette révolution qu'il y a eu en Angleterre. Je pense que même en tant que, non seulement concernant les joueurs, mais également concernant les coachs, parce que suite au succès d'Arsène Wenger, et on a Gérard Houllier justement qui arrive par la suite, et beaucoup plus tard, Et Jean Tigana. Jean Tigana, exactement, qui arrive à Fulham aussi, et qui gagne le titre de deuxième division. Bon, après, beaucoup plus tard, il y a eu des autres entraîneurs que je ne citerai pas, donc ça a été un échec complet, notamment Rémi Garde. Alain Perrin, Rémi Garde. Oula, d'ailleurs, Alain Perrin, j'avais oublié. Mais Jacques Santini. Oui, c'est ça. Oui. Jacques Santini également, avec son magnifique anglais. Mais voilà, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, mais Arsène Wenger, et je dirais que Anelka est le premier jeune joueur français à être arrivé en Angleterre pour justement à travers justement les différentes législations qu'il y a eu par rapport aux jeunes joueurs qui pouvaient signer dans tel club avant d'avoir signé leur club pro, avant d'avoir signé leur contrat pro, excusez-moi. Je pense que voilà, Anelka et Arsène Wenger ont été les deux des éléments qui a propulsé justement cet exode vers l'Angleterre. Ouais. Mais il fallait aussi, tu vois, Anelka, tu l'as mentionné. Anelka, c'est un peu comme Ginola, Cantona, c'est des joueurs. Enfin, Anelka, il est parti jeune, mais il fallait aussi avoir avoir ses couilles en fait entre guillemets de passer la Manche et aller en Angleterre, surtout avec l'expérience qu'avait Anelka qui était quasi inexistante. Mais vraiment, enfin, tous ces joueurs-là, voilà, c'était des joueurs qui avaient quand même un certain caractère et n'avaient pas peur, en fait. Et je pense aussi que Wenger cherchait aussi des joueurs techniquement qui apportaient quelque chose de nouveau au championnat, mais aussi des personnalités. Je pense qu'il l'a bien saisi et il a eu très souvent le nez creux, malgré certaines erreurs de casting qu'on a pu citer, notamment Yadier et consorts. Mais voilà, c'est tout ce cocktail qui a permis justement aussi le succès d'Arsenal par la suite et les Français là-bas. Il y a deux périodes Arsène Wenger. Il y a celle-ci avec les joueurs français récupérés à la fin des années 90, et puis il y a une autre partie d'Arsène Wenger dont on reviendra tout à l'heure, où là encore il fera confiance aux Français et pas forcément pour des bonnes choses. J'aimerais qu'on vienne aussi sur l'arrivée d'Arsène Wenger entre guillemets. Gilles Christ, c'est que on rappelle qu'il revient du Japon. Cette idée d'un Arsène Wenger inconnu. Avec tous ces joueurs français, enfin je sais pas, moi avec le recul, je me dis mais ça aurait pu vraiment se casser la gueule et finalement tout s'est joué à ce moment-là. C'est un risque qu'il fallait prendre parce que c'est vrai que quand tu viens dans un club où la presse t'appelle Arsène Wu, on se dit qui est cet homme, et s'il vient avec des idées, en plus il vient avec ses Français parce qu'il veut parler la langue de Molière, voilà, on va dire c'est une sorte de défi pour eux. Mais c'est une façon aussi d'apporter le professionnalisme dans ces pays-là, comme aussi le feront les Italiens de Chelsea notamment. Mais voilà, c'est ce dont avait besoin la Première Ligue, c'est d'avoir aussi des joueurs qui ont beaucoup de volonté, de ténacité, comme l'ont les Anglais avec le combat, le fighting spirit, mais c'est aussi du professionnalisme au niveau de la diététique, au niveau de la préparation, comme l'ont les Français, parce qu'ils sont formés pour ça en France, et qu'après, pour pouvoir s'exporter, il fallait l'apporter pour faire des différences qui étaient très importantes les premières années. C'est pour ça qu'il y a le doublé de 98 pour Arsenal, après que Arsenal est toujours compétitif face à Manchester United, après qu'il y a le doublé de 2002, les Invincibles de 2004. C'est vraiment ce tout-là qui a été apporté par Arsène Wenger, et le fait que ça a fonctionné, ça a apporté aussi le fait qu'on peut faire confiance à des entraîneurs non britanniques dans ce championnat, et aussi apporter des nouvelles innovations tactiques. Et c'est vrai que l'impact des Français a été important à ce niveau-là, au niveau du coaching avec Arsène Wenger, et aussi au niveau des joueurs, comme on en parle depuis quelques instants. Alors justement, cet alliage qu'il a réussi à faire Arsène Wenger au niveau du profil des joueurs, c'est justement de s'adapter à la rudesse de la Première Ligue, avec l'importance physique de la Première Ligue, mais aussi auquel il a ajouté beaucoup de finesse technique entre guillemets de l'Europe de l'Ouest. Et c'est à l'image, par exemple, d'un joueur comme Patrick Vieira, dont j'aimerais qu'on parle quelques instants, parce qu'on a consacré un podcast sur Roy Keane et Patrick Vieira dont on a beaucoup parlé, et donc on a explicité déjà ce qu'était Patrick Vieira, le joueur, mais on est obligé d'en parler aussi dans ce podcast-là. Raphaël, Patrick Vieira, c'est aussi quelque part la réussite d'Arsène Wenger, c'est-à-dire de créer le joueur parfait pour gagner en Première Ligue.
de l'avoir shippé après une saison compliquée à Milan sous l'ère Capello, alors qu'il remporte la Serie A, mais il joue très peu. C'est vraiment un pari réussi, risqué et réussi. Il a réussi à le fabriquer, comme tu dis, surtout avec son gabarit, etc. C'était pas de mince affaire et il a réussi à le rendre vraiment très polyvalent, aussi bien défensivement qu'offensivement, et a su amener justement et insuffler ce qui manquait à Arsenal et compléter Ray Parlour, après par la suite Emmanuel Petit, et former quelque chose de conséquent. Il a réussi également le même pari avec Thierry Henry qui sortait de 6 mois délicats à Turin. Donc pareil, récupérer un jeune Frenchie dans le calcio, même si bon, Henry était déjà doté du statut de champion du monde. Mais voilà, c'était un autre pari réussi de sa part, contrairement à des joueurs comme Kaba Diawara, qu'on l'a oublié de le mentionner aussi. Qui est guinéen, international guinéen, donc ça rentre pas dans le. Mais Ah, il si, a il son est petit bien, passeport il est français quand même. Hein. Et c'est vrai, c'est vrai. Et Christopher Ouvré aussi, non? Ouais, voilà, et c'est Fiu aussi qu'on n'a pas. Non, mais bref. Oh, t'es un gamin. Non, mais plus sérieusement, oui. On salue ses il a Fiu, quand réussi vraiment. Oui, on le salue bien sûr. Ouais, qu'est-ce que je disais? Pour les joueurs qu'il a réussi à ramener en termes de paris, c'est vraiment intéressant et vraiment important à noter parce que c'est là où tout se joue et c'est pas que des paris réussis, c'est des très grands paris réussis et c'est des joueurs limite qui ont marqué l'histoire de ce championnat. Donc ça a été les précurseurs de la nouvelle génération début des années 2000 de Arsenal. Alors il y a le cas Vieira avec justement sa doublette avec Petit Vieira qui adore Petit et ça s'est très bien passé. Mais un autre cas, tu l'as mentionné déjà, Raphaël, j'aimerais que Gilles-Christ et Yoann en parlent aussi, c'est le cas Thierry Henry. On peut pas parler de footballeur français en première ligue si on parle pas de Thierry Henry, Yoann. Oui, c'est clair que Thierry Henry, concrètement, on peut parler bien, c'est le meilleur joueur français qu'il y a eu en première ligue, selon moi. C'est mon avis. Oui, c'est clair que Thierry Henry, comme on l'a évoqué, Thierry Henry, quand il arrive à Arsenal, personne ne s'attend à ce qu'il devienne le joueur qu'il est devenu. D'autant plus que lors de ses 15 premiers matchs, il ne met pas plus de 5 buts. Donc, personne ne s'attend à ce que Thierry Henry devienne ce qu'il a été. Il y a eu la première saison qui a été une saison un petit peu de révélation où il met une petite quinzaine de buts. Malheureusement, il y a cette finale perdue contre Galatasaray au Danemark. Mais voilà, Thierry Henry, ça a été vraiment l'accomplissement, après Eric Cantona, l'accomplissement du joueur qui arrive en première ligue, qui se fait, le joueur moderne qui arrive en première ligue et qui devient une légende d'un club à ce niveau-là. Combien de fois il a été meilleur buteur, combien de fois il a été aussi meilleur passeur, soulier d'or européen. C'est le meilleur buteur français, effectivement, avec 175 buts en première ligue. C'est aussi le meilleur passeur français avec 74 buts. Thierry Henry à Arsenal, Gilles-Christ, c'est extraordinaire. Sois gentil, Gilles-Christ, s'il te plaît, parce que je te vois venir. Non, c'est bon. Après, on parle de première ligue, mais après, c'est vrai que ça a été extraordinaire. Ça a été 8 années, de très bonne facture, de très haut niveau, avec c'est vrai qu'une domination qui n'a pas eu ses concrétisations tout le temps, puisque c'est vrai que le meilleur de Thierry Henry, je pense que c'est 2004, 2005, 2006. Ce sont il a eu qu'un seul titre sur ces trois années. Et justement, c'est vrai qu'individuellement, il a été une force très importante, une puissance incroyable en première ligue et aussi dans l'imaginaire collectif en Angleterre. C'est vrai, il a été l'un des premiers rares Français, avec notamment Eric Cantona, à faire des pubs pour les Anglais que les Français ne connaissent pas. Par exemple, pour Renault, Vavavoom, ça a été lui, et il y a toujours ce lien avec Renault UK, et c'est pour dire quand même que il est rentré dans les mœurs anglais, et on a l'impression même qu'il est plus anglais dans la mentalité que français. Tellement il a mis son excellence au plus près de la culture britannique, et c'est ça qui est assez impressionnant. Mais Raphaël, à mon humble avis, en même temps, les Français ne méritent pas Thierry Henry. Hein. Moi, c'est mon humble avis. À ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si on peut parler de mériter quelqu'un ou quoi que ce soit, mais ce qu'on peut dire, et c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est qu'effectivement, comme Ginola, comme Cantona, Thierry Henry était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre dans son esprit en Angleterre que quand il venait en France. Par moment, on avait même l'impression qu'il venait en France à reculons. Et ça montre aussi que, tu vois,
Henry, Cantona, même d'autres joueurs se sentaient beaucoup mieux en Angleterre, mais à l'inverse, peu de joueurs anglais avaient ce bien-être en France, et c'est là où on peut se poser les bonnes questions aussi sur les mentalités, la culture et le regard du football par rapport au public et à tous les acteurs, aussi bien dans les clubs, etc., dans les instances. Mais voilà, ça c'est un bon débat à poser aussi, je trouve. Alors en 22 ans, Arsène Wenger a entraîné quasiment 220 joueurs. Parmi ces 220 joueurs, il y en a eu 29 qui étaient français, donc entre le premier Patrick Vieira et un des derniers Lacazette. J'aimerais parler sur ce qui va amorcer ensuite peut-être les problèmes de ces Français en Première Ligue. Ça va être la deuxième partie de carrière d'Arsène Wenger, où là aussi il y a énormément de joueurs, de jeunes joueurs qui vont arriver avec des Nasri, Sagna, Clichy. Quelle lecture vous avez de ce tournant chez Arsène Wenger, le post-Henry, le post-Vieira, mais qui continue à être francophone? Gilles Christ. Ouais, c'est moi Gilles Christ. Excuse-moi Raphaël. Désolé, j'ai pas mais... entendu. Non, il était dans sa lancée. Mais non, pour revenir par rapport à ça, c'est vrai que je ne sais pas si on pourra parler de dérive, parce qu'il y avait toujours de la qualité, ces joueurs-là, toujours beaucoup de potentialité et de la crainte de la part des concurrents européens, de la part de ces joueurs, enfin de ces clubs, vis-à-vis des Français qui avaient dans ces clubs-là, notamment Arsenal. Et en plus, mais après, c'est vrai que quand on est par exemple un fan de Manchester United, de Liverpool, on a un regard un petit peu détaché, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé des joueurs d'Arsenal en Première Ligue, français, mais c'est vrai qu'il y en a eu d'autres. On va pas là, les Barthez, Laurent Blanc, Michael Sylvestre. Après, pour les Français qui étaient Olivier Dacour aussi. Olivier Dacour à Leeds. Alors, et en fait, on se dit que voilà, en fait, quand on parle de Frenchie, c'est Arsenal. Et donc, du coup, pour les Français, ça a été un réflexe de se dire, tiens, je suis Nasri, si je vais en Angleterre, je vais où? Je vais à Arsenal. Pareil pour Sagna, pareil pour Clichy, pareil pour Mathieu Flamini, qui a fait son choix principalement pour ça. Et c'est devenu après agaçant pour nous. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont détesté cette équipe d'Arsenal, comme beaucoup l'ont adoré, parce qu'il y avait aussi pas mal de Français. Et après, en termes de performance, c'est vrai qu'il y a ce tournant de l'Emirates Stadium qui fait que Arsenal peut-être veut se relancer à travers les jeunes, mais il manque de l'expérience. Et cette expérience-là, c'était pas les jeunes joueurs français qui pouvaient l'apporter. Et par la suite, ça a décliné pour arriver jusqu'à un moment où c'est devenu la caricature de soi-même, avec justement donc ces joueurs-là qui n'étaient plus forcément gages d'excellence et de haut niveau, comme ça a pu être dans les années 90 et le début des années 2000. Avant de continuer dans la caricature, et j'aimerais vous envoyer du côté Newcastle pour voir que finalement, à un moment donné, j'allais le dire. Acheter du français, c'est pas forcément quelque chose de positif, mais j'aimerais juste terminer sur quelque chose qui me tenait à cœur, c'est ce que, allez, je sais pas si vous allez être d'accord avec ma lecture, mais j'ai l'impression que les joueurs français, enfin certains joueurs français que je vais citer, alors je vais pas revenir sur Vieira, sur Henry et Cantona, mais il y a vraiment des joueurs français qui ont donné la leçon entre guillemets aux footballeurs britanniques, pour pas dire anglais, et qui ont viscéralement changé le football anglais. Le premier qui me vient à l'esprit, je sais que beaucoup ne vont pas forcément être d'accord avec moi ou ça peut faire sourire, mais c'est un joueur comme Franck Leboeuf. Franck Leboeuf qui arrive à Chelsea en 96, et là, les défenseurs anglais, écossais à ses côtés voient un joueur qui est capable de marquer des buts, de faire des passes de 60 mètres vers l'avant, d'être très à l'aise techniquement. Et c'est vrai que Franck Leboeuf, dans cette façon de concevoir le football, il a complètement bouleversé l'esprit des Anglais ou des Écossais qui le côtoyait. Avant de parler d'un autre joueur de Chelsea, mais par exemple, un garçon comme Franck Leboeuf, vous en retenez quoi, Johan? Moi, je pense que tu as donné un exemple qui était parfait. Franck Leboeuf, pour ceux qui connaissent vraiment le football, savent que Franck Leboeuf, ça n'a pas été un mauvais joueur, loin de là. Ça a été surtout un joueur qui était très bon techniquement. Il était bon techniquement, très bon à la relance, etc. Donc Franck Leboeuf, jeu long, c'était intéressant. Donc Franck Leboeuf, oui, c'était un défenseur central qui était totalement l'opposé des défenseurs centraux qu'il y avait en Première Ligue. Oui, effectivement. Parce qu'en Première Ligue, à cette époque-là, il y a qui?
Il y a Gary Pallister de Manchester United, il y a Steve Bruce, il y a Martin Keown, il y a Tony Adams. Donc vraiment des défenseurs très rugueux, très costauds. Franck Leboeuf est un nouveau défenseur qui arrive en première ligue, qui apporte cette touche technique et qui marque beaucoup de buts, comme tu l'as dit, que ce soit sur coup de pied arrêté ou d'une autre manière. Donc oui, Franck Leboeuf est un bon exemple, je pense, à ce niveau-là. Mais il y a un meilleur exemple encore, et c'est peut-être celui qui est le plus important, notamment pour les défenseurs centraux anglais, c'est un certain Marcel Desailly. Marcel Desailly, bien sûr. Marcel Desailly qui arrive à Chelsea avec le titre de champion du monde, eh bien, tous les Anglais, on connaît leur travers avec le professionnalisme, l'alcool, les entraînements. Ils voient un champion du monde mettre la leçon à tout le monde. Et en fait, sans Marcel Desailly, on le dit, on l'a déjà dit dans un podcast dans cette saison avec le duel Terry-Ferdinand, juste sans Marcel Desailly, il n'y a peut-être pas de Terry et de Ferdinand. Oui, clairement, pas de Terry ou Ferdinand, et on va dire que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup, notamment au jeune John Terry, et on avait bien souligné cela, puisque Terry disait que c'est grâce à Marcel Desailly que je suis devenu John Terry, qui était parmi les meilleurs défenseurs d'Europe au milieu des années 2000. Marcel Desailly, il faut se mettre aussi dans le contexte où il a joué milieu au Milan, il recule. Parce que voilà, en équipe de France aussi, il joue à ce poste-là en défense centrale. Quand il vient en Angleterre, c'est un nouveau défi dans sa carrière et il devient The Rock. Voilà, il passe de Marcelo à The Rock, et The Rock, ça veut dire qu'il a montré que par rapport à comment il gère sa carrière, physiquement, même aussi au niveau des pubs, etc., que voilà. C'est être un footballeur, c'est quand on est très professionnel, ça peut amener de la longévité et surtout de l'exigence de haut niveau. Ouais. Après, pour mettre un petit bémol, c'est vrai que Desailly avait également dit que après son titre de 98 et sa signature à Chelsea, qu'il avait un peu de mal à se remettre au travail après ce mondial. Il avait un peu de mal à retrouver le goût du challenge à Chelsea, même si par la suite c'est concrétisé. Après il y a eu l'arrivée de Deschamps, etc. Mais quand même, ça n'a pas été non plus de tout repos pour se remettre au travail et être The Rock, comme tu dis, en Angleterre. La saison 98-99 a fait du mal à tout le monde. Mais Marcel Desailly est dans l'équipe type de la Première Ligue à l'occasion de la célébration des 10 ans de ce championnat-là. Donc Marcel Desailly a vraiment été à la hauteur de son talent et il a vraiment montré qu'il en avait encore dans les chaussettes. Aussi, je crois. Nommé capitaine en plus, je crois. Donc voilà, peut-être la première saison post-Coupe du Monde a été très difficile pour tout le monde. Et effectivement, Marcel Desailly. Il me semble que c'était Dennis Wise, le capitaine, ou Gus Poyet à l'époque. Ouais, mais je crois, il est après, par la suite, oui, par la suite. Par la suite. Le dernier joueur dont j'aimerais qu'on parle aussi dans cette leçon française donnée aux Britanniques, eh bien, c'est le seul joueur, un des très rares joueurs qui a un nom à son poste en Angleterre, c'est le Makelele Role. Parce que Claude Makelele, quand il arrive il arrive avec Ranieri, mais c'est José Mourinho qui va lui donner une nouvelle dimension en le mettant, entre guillemets, en 6 ou en tout cas en point de base dans un milieu à 3, à une époque où tout le monde jouait en 4-4-2, Gilberto Silva, Vieira, Roy Keane, Scholes ou Roy Keane Butt, peu importe. Mais voilà, Makelele, à ce moment-là, pour le bien de Chelsea, peut-être entre guillemets pour le mal de la Première Ligue par la suite, parce que beaucoup ont essayé de refaire la même chose sans grande réussite, mais en effet, Makelele, Raphaël, toi qui supportais ce Chelsea à l'époque, il a révolutionné la Première Ligue. Bon, bien sûr, il a révolutionné la Première Ligue. Il a vraiment répondu entre guillemets aux critiques un peu insultantes entre guillemets par rapport à son salaire au Real Madrid et tout ce que le président Pérez avait dit de lui à son départ. Il a vraiment montré qu'il a vraiment innové dans son positionnement, sa tactique et son placement à Chelsea en point de base devant la défense. Ça a permis à des joueurs comme Lampard de vraiment s'exprimer au plus haut point, d'autres joueurs également. Il a vraiment révolutionné le Chelsea de Mourinho, aussi bien sur l'aspect sportif que aussi sur la mentalité, parce que en fait, lui, il arrivait à jouer pour deux. En fait, pour moi, c'est vraiment un joueur qui pouvait se décupler et jouer pour deux, pour trois, entre guillemets, et laisser plus d'espace et de liberté aux autres joueurs qui n'étaient pas des moindres. J'ai mentionné Lampard, il y en avait deux, Damien Duff, etc. Mais il a permis justement de revoir, entre guillemets, ce dispositif, être vraiment performant sur la récupération de balles. Donc oui, il s'occupait vraiment pas de l'aspect offensif, mais de l'aspect défensif. Voilà, on savait qu'on pouvait compter sur lui. Et il a insufflé justement ce leadership et ce jeu à l'anglaise, qui était vraiment très porté sur le physique et sur l'engagement physique. Alors, s'il n'y avait que des Vieira ou des Henry ou des Cantona, ça n'aurait pas été marrant, mais on va parler un petit peu de
peut-être les travers de ce que ces grands Français ont fait pour la Première Ligue, ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde voulait des Français. Alors, il y a 2 éléments que j'ai notés. Vous me direz, vous, dans vos argumentaires, si vous voyez d'autres. Mais le premier, c'est par exemple la signature des pépites françaises. Il y a eu à foison à partir des années 2000, entre les Ali Adjer, comme on a mentionné, mais on peut parler de Pogba, de Kakuta, Le de tous ces, Talek, Sinama Pogol et le Talek aussi. de tous ces joueurs-là qui... Le Talek, ouais. qui représentait un peu ce système un peu dont on souffre encore aujourd'hui, à mon humble avis, dans le football, c'est-à-dire de ne pas forcément donner la chance aux joueurs et puis d'aller les chercher le plus jeune possible, et c'est une spéculation imbuvable. Et puis de l'autre côté, ça va être acheter du français à tout prix. Tout à l'heure, tu étais lancé, Raphaël, pour parler de Newcastle d'Alan Pardew. J'aimerais juste vous parler d'une saison 2012-2013. Dans les fictifs, il y avait Debuchy, Marvaux, Obertan, Cabaye, Moussa Sissoko, Ben Arfa, Gouffran, Mapou Yangambiwa, Loïc Rémy, Amalfitano et Aïdara. C'était quoi à l'époque acheter du français, c'était obligatoire ou c'est quoi? Tu pouvais faire l'équipe type avec que des Français en fait, quasiment. C'est incroyable. Quasiment, ouais. Mais surtout quand vous regardez les joueurs qui signent, il y a des joueurs, on ne sait même. Je suis persuadé qu'il y en a certains, les recruteurs ne les ont pas vus jouer en France. C'est impossible. T'as le passeport français, t'as 80% des qualités en fait. Parce que regarde, Romain Amalfitano, à l'époque, il me semble qu'il joue à Reims et Reims est en 2e division. Qu'est-ce que vous allez le prendre en Première Ligue? Massadio Aïdara, arrière gauche de l'AS Nancy-Lorraine. Mais c'est... Non, je suis désolé. Je veux bien qu'il y ait des recruteurs spécialisés dans le football français, etc. Mais quand tu prends des risques comme ça, non, je suis désolé, tu perds en crédibilité. Emmanuel Rivière aussi, t'as cité, il me semble. Emmanuel Rivière au jeu, peut-être ça vient après. J'ai pas cité Emmanuel Rivière, mais il viendra après. Ouais. Je pense, Johan, que toi, tu parles des recruteurs. Moi, j'aurais plutôt pointé du doigt les agents. Parce que, oui, les agents aussi, bien sûr. Beaucoup, c'est surtout les agents qui sentent vraiment les contrats, etc., du côté de la Manche et derrière la Manche. Et là, même encore aujourd'hui, là, il y a quelques mois, quelques années, on parlait même en Première Ligue de rémunérer les agents. Donc en gros que limite les agents seraient rémunérés directement par les joueurs et non par le club. Enfin, c'est un nouveau système vraiment mis en place et qui démontre vraiment que les agents sont vraiment implantés là-dedans, et forcément avec toutes les réussites de transfert de Français, ces agents-là vont se servir de ces réussites-là pour dire vous voyez, quand vous avez fait venir un tel, ça a marché. Moi, je vous propose un tel. Enfin, je pense que ce fléau, il s'est créé par là, et je pense que les agents n'y sont pas étrangers. N'y sont pas. Voilà. Là, Gilles-Christ, on a affaire à la phase obscure de la réussite française en Première Ligue. La phase obscure, oui, effectivement, parce qu'en plus, Newcastle a encore poussé le vice encore plus loin en achetant Thauvin, par exemple. En plus assez cher, et en plus après c'est vrai qu'on a pu voir aussi par la suite, je sais pas ce que devient ce joueur Georges Kevin Nkoudou à Tottenham aussi, donc c'est pour pousser encore justement la dérive encore plus loin. C'était dans le cadre pas d'un échange, mais en fait c'était un transfert qui a été fait, c'était un peu bizarre. Mais en petite histoire, il était à Monaco l'année dernière. On se calme. Ah bon, s'il est à Monaco. Ah oui, c'est vrai que c'est encore ton club de cœur. Monaco parmi tant d'autres. non mais tout ça pour dire que les dérives qu'il y a eu donc dans le football anglais par rapport à l'achat du français, pour se dire que le français était à la mode pendant un temps, en fait on a voulu être dans l'outrance par rapport à cette mode-là pour qu'elle puisse être passée de mode, justement, et qu'on puisse se tourner vers d'autres nationalités qui soient un peu plus en phase avec les réalités du championnat actuellement. Et par exemple, quand on voit les équipes qui brillent en Première Ligue ces dernières saisons, que ce soit pour Liverpool ou pour Manchester City, il y en a de moins en moins. Et j'allais dire, est-ce que c'est pas plus mal pour le football anglais? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il faut qu'on change le paradigme par rapport à ces Français, puisque c'est pas cela qu'on veut voir. On a envie de voir peut-être la gamme au-dessus, quoi. Et surtout que les joueurs français maintenant qui vont en Première Ligue aujourd'hui, ils partent de plus en plus jeunes, que ce soit les Claudio Gomez à City, d'autres. Maintenant, on les recrute de plus en plus jeunes, donc il y a de plus en plus de risques. Ils arrivent là-bas à 16 ans. De plus en plus de risques que ces Français échouent en fait en Première Ligue. Donc, mais ça, c'est aussi quelque chose
Wenger a enclenché. Ouais, mais quand Wenger il ramène la plupart des joueurs, ils sont déjà professionnels, leur formation est déjà vraiment terminée. Il y a quand même quelque chose. Et puis il va pas recruter n'importe qui. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as un peu de talent, tu as 16 ans, tu joues dans un club qui est bankable, tu as une chance sur deux de te retrouver en première ligue la saison d'après, tu vois, ou en championship. Et l'équipe de France dans tout ça, j'aimerais qu'on en parle ne serait-ce que quelques instants parce que est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, les joueurs anglais ont fait la différence pour l'équipe de France? Gilles Christ. Moi, je pense pas des masses, parce que je pense que quand on a donné les clés aux joueurs stars anglais, les joueurs stars entre guillemets anglais de Première Ligue, ça n'a pas fonctionné. Que ce soit pour Thierry Henry, qui a été un des leaders techniques de l'équipe de France sous Raymond Domenech, on a vu ce que ça a donné. Pareil pour Patrick Vieira, avant que les vieux de l'équipe de France ne reviennent, Thuram, Makélélé, Zidane. Ça n'a pas forcément fonctionné. Pareil pour par la suite, hein, quand on voit que par exemple Nicolas Anelka sur la phase de 2008, 2009, 2010 est revenu en équipe de France quand il était à Chelsea, ça n'a pas fonctionné. En gros, je pense que même que l'excellence qu'on est parti chercher en Italie, la gloire qu'on est parti chercher en Espagne, quand je pense à Zidane, ça a changé beaucoup ça n'a pas été le cas pour l'Angleterre, puisqu'en fait, ces joueurs-là n'ont pas apporté une plus-value par rapport à leur niveau. Ils sont 4 en Première Ligue en 1998, ils sont 5 en 2018. Finalement, quand il y a eu 9 joueurs anglais en 2004, quand il y a eu 10 joueurs anglais en 2014, en 2016, la France n'a pas gagné, Yoann. Oui, je pense que je sais pas si c'est une coïncidence ou une certaine réalité des choses, mais oui, c'est clair. Il est clair que je pense que la Première Ligue n'a pas forcément servi au football français. Je pense que le footballeur français a réussi à placer justement une pierre à l'édifice de l'attractivité de la Première Ligue, mais je pense pas que le business a été fait du bon des deux côtés à ce niveau-là, quoi. Donc oui, comme tu l'as dit, que ce soit en 2004, que ce soit en 2010, malheureusement, c'est 2 échecs cuisants, surtout en 2010. Donc oui, la Première Ligue n'a pas forcément servi au football français, mais le football français a beaucoup œuvré pour l'attractivité de la Première Ligue, c'est clair. Mais c'est un peu aussi le cas pour tous les pays. Les Espagnols qui jouent en Première Ligue, les Italiens qui jouent en Première Ligue. Enfin, en fait, ce championnat regorge tellement de nationalités différentes, de cultures différentes, etc. Enfin, c'est compliqué de ressortir en fait quelque chose qui va servir en fait pour le pays, parce que en fait cette ligue-là ne génère pour moi aujourd'hui, le regard que j'ai, c'est vraiment on veut les meilleures équipes sur l'instant T, les nationalités on les mélange, enfin c'est un peu la NBA, quoi, tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois, et c'est délicat. Enfin je peux même pas sortir un pays qui a pu ressortir du bien au sein de son pays là. Les effets de la Première Ligue, enfin que ce soit l'Espagne, l'Italie ou même l'Allemagne. Ou l'Angleterre elle-même, si je peux me permettre. Ouais, mais l'Angleterre, bien sûr. Que dire de l'Angleterre? Alors, de toute façon, on a suffisamment réglé leur compte aux Anglais durant cette saison. J'aimerais aussi qu'on parle un peu pêle-mêle des joueurs français qui vous ont peut-être marqué. Déjà, j'aimerais commencer peut-être par celui qui a joué le plus de matchs, juste pour le mentionner, parce que c'est une sacrée performance. C'est Sylvain Distin, qui a joué 465 matchs avec des équipes anglaises. Sylvain Distin, qui n'a jamais eu la possibilité de jouer en équipe de France. C'était peut-être pas forcément quelque chose qu'il méritait d'un point de vue intrinsèque. J'aimerais aussi mentionner le sauvetage de Christophe Dugarry de Birmingham. Il les a sauvés de la relégation. Il a marqué en 2003 5 buts sur les 6 derniers matchs et il les a sauvés. Français de Première Ligue, sans parler des grands joueurs qu'on a mentionnés. Vous pensez à qui? Laurent Robert. Laurent Robert, c'est vraiment, moi j'adore ce joueur, même s'il a joué au Paris Saint-Germain, son pied gauche était exceptionnel. À Newcastle, il a marqué des buts incroyables. Raphaël a parlé de Louis Saha, qui avait fait la deuxième division avec Jean Tigana, qui est monté avec Fulham pour justement exploser avant d'arriver à United, et qui a été, on va dire, qui a été plutôt pas mal, et dommage qu'il y a eu les blessures.
il y a tellement de très bons joueurs qui ont été pas mal. William Gallas, enfin, même si ça a été un gros traître, faut pas mâcher les mots, mais William Gallas qui a beaucoup apporté aussi à Chelsea qu'à Arsenal. Donc, Moi, je pense aussi à Franck Quedru de Middlesbrough. Je pense que Franck Quedru, en tant qu'arrière gauche, ça a été un arrière gauche très solide à Middlesbrough. Tireur de pied arrêté. Comment? Sibrieski, Steve Malbranck. Sibierski, Steve Malbranck. Surtout Steve Malbranck d'ailleurs. Steve Malbranck, super joueur de Fulham. Super joueur de Fulham, Steve Malbranck. Il fait partie des meilleurs passeurs décisifs de l'histoire des Français en Première Ligue avec ses 55 passes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a souvent été là, qui a beaucoup joué et qui a apporté beaucoup à ses équipes. Il y a un joueur aussi, toujours dans cette optique des mal-aimés. J'aimerais qu'on mentionne tonton Patrice Evra, qui a le record des Français champions de Première Ligue et qui a été très important aussi à son époque. Oui, Patrice Evra a réalisé une énorme carrière en Première Ligue et comme tu as dit, c'est après voilà un degré moindre parce qu'en termes de talent, je pense qu'on peut pas le comparer à Thierry Henry, à Ginola ou à Cantona. Mais Patrice Evra fait partie de ces joueurs qui en France malheureusement n'ont pas la cote qu'ils auraient mérité ou non. Mais en Angleterre, Patrice Evra, c'est une véritable légende en Première Ligue, notamment du côté de Manchester United. Surtout ses premières saisons, parce que les dernières saisons, c'était pas trop ça. J'aimerais aussi. Oui, vas-y. Moi, je voulais te parler aussi de Barthez parce que même si son passage à Manchester était un peu en demi-teinte, il a quand même amené aussi cette insouciance du gardien qui n'hésitait pas à sortir, jouer au pied. Beaucoup de gardiens actuellement qui sont un peu réputés à jouer au pied, comme Ederson Moraes, etc. En Première Ligue, mais Barthez avait été un peu l'un des pionniers aussi de cette pratique des gardiens de but, comparé à Franck Leboeuf pour la défense. Je trouve que Barthez a amené un petit peu cette culture de gardien jeu. Mais selon certains, paraît-il que c'est Neuer qui a tout inventé. Mais bon, après, je sais pas qui sont ces gens-là, mais bon. Si, c'est ceux qui suivent le football depuis la Coupe du Monde 2014. Ah, mais je sais pas. Pas de mépris dans les propos, messieurs. Pas de mépris dans les propos. Non, mais parfois, il faut dire des attaques classiques. Il faut qu'on puisse remettre en question la place de révolutionnaire de Manuel Neuer. Je veux bien, c'est pas la question de ce sujet-là. Qu'on mette en avant Fabien Barthez aussi, mais il faut aussi expliquer. Enfin, il faut porter des arguments quand on avance quelque chose et pas forcément être méchant avec les gens qui peuvent nous écouter. Mais il faut expliquer aussi. Mais vous n'avez pas expliqué. Non, mais par contre, pour Fabien Barthez, c'est vrai qu'on parle de demi-teinte, mais sur les 3 saisons qu'il fait en Première Ligue, il est 2 fois champion. Et voilà, disons que c'était, on va dire que beaucoup de gardiens auraient aimé avoir des saisons en demi-teinte comme l'était Fabien Barthez, et ça montre que c'est voilà, un gardien de légende, puisque ses standards, quand ils sont entre guillemets moyens, et ben ils restent toujours très élevés en termes de performance. Quand je parlais de demi-teinte, c'est la partie plutôt positive et négative sur la fin, et aussi sur les attentes. On s'attendait voilà à qu'il soit à son summum, et on est resté sur notre fin en fait le concernant, mais oui, il n'empêche qu'il a quand même marqué l'histoire. Il fait partie de l'histoire de Manchester United dans les années 2000. On va continuer, on prend notre temps. C'est le dernier podcast de la saison, donc si on dépasse un peu le temps qu'on a l'habitude de se donner, c'est pas grave, on en profite, on n'a pas envie de vous quitter, donc on continue encore un petit peu avec certains joueurs, parce que ce serait dommage, par exemple, de terminer le podcast sans mentionner Robert Pires, qui a peut-être été à un moment donné le meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde, oui. Je pense que sur la saison 2001-2002, il était parti pour être le joueur qui justement mériterait d'être à ce niveau-là. Sa blessure a fait le nécessaire, n'a pas fait le nécessaire pour asseoir cette réputation. Mais non, Robert Pires, on est revenu sur un podcast dessus. Quelle magnifique carrière et quel joueur. Et c'est vraiment... quel joueur. Ça, on va dire que... J'ai rien. En fait, en gros, voilà, il y avait pas de mots pour exprimer ce que représentait Robert Pires. Et franchement, il a vraiment musclé son jeu en Angleterre comme on lui avait demandé en 98. Et en plus, avec une modestie et il a été vraiment humble, modeste. Et voilà, franchement, il avait vraiment la classe à la française. J'aimerais juste vous préciser un truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Al Fayed est arrivé à Fulham, il a mis beaucoup d'argent sur les Français. Alors, il y a évidemment Malbranck dont on a parlé, mais aussi Lewinsky et Steve Marley. Ils ont mis énormément d'argent sur des Français, comme par hasard. Il y a un autre joueur aussi qui est du niveau de tous ces joueurs qu'on a cités, qui est beaucoup plus récent, mais je m'en voudrais de ne pas en parler. C'est N'Golo Kanté. Que dire, N'Golo Kanté, c'est... Moi, ce que j'aime beaucoup chez N'Golo Kanté, c'est vraiment sa trajectoire.
sa trajectoire. Bon, c'est vrai que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on en parle énormément, mais faire ce qu'il a fait quand même en première ligue, c'est excellent parce que je me souviens que lorsqu'il signe à Leicester, il y a un certain président que je ne citerai pas qui aujourd'hui pleure parce que son club n'est pas en Ligue des Champions. Qui le dit, il préfère, qui le dit en se moquant que oui, N'Golo Kanté a préféré justement jouer le maintien en première ligue au lieu de jouer le titre ou l'Europe à Lyon. Sauf que il arrive en première ligue et Leicester est champion de France, j'allais dire, est champion d'Angleterre. Et par la même occasion, donc l'été d'après, il signe à Chelsea. Et à Chelsea, il est champion d'Angleterre et meilleur joueur de la première ligue. Donc N'Golo Kanté, c'est vraiment pour moi le meilleur milieu de terrain qu'on a eu en France de ces dernières années. Ça, pour moi, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Et je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir mentionné parmi ces exemples de joueurs qui ont signé en première ligue. Ouais. Alors, on aurait pu parler aussi de... On a le temps, Raphaël. Je rebondis sur ça. Je pensais que Yoann, tu allais parler de l'espèce d'agent joueur qui disait que Kanté, heureusement qu'il n'avait pas signé à Marseille parce qu'il valait même pas 1 million. Je sais plus qui est cet individu, mais je pensais que tu allais parler de lui. Non, merci, Raphaël. Bon, alors... Merci. On aurait pu parler aussi de Bakary Sagna, de Gaël Clichy, de Nasri, de ces joueurs-là. Clichy, d'ailleurs, qui fait partie des 5 joueurs français en plus joués en première ligue avec 325 matchs. J'aimerais aussi qu'on parle peut-être 30 secondes aussi de Nicolas Anelka, qui a joué dans énormément de matchs, dans énormément de clubs anglais, qui est très important dans la plupart des clubs dans lesquels il est passé, qui a une carrière atypique et c'est un joueur de première ligue, Nicolas Anelka. Pour moi, c'est après Thierry Henry. Et après, Eric Cantona, c'est le meilleur attaquant français qu'il y a eu en première ligue, dans le sens où à Arsenal, en 1998, il fait une très bonne saison, mais en 99, c'est là où vraiment il explose. Donc après, il part au Real, il va au PSG, mais ensuite, quand il revient à Manchester City est une équipe qui a l'habitude de jouer le maintien à l'époque en première ligue. Et Nicolas Anelka met ses 15 buts à peu près par saison, etc. Donc notamment ce match face à United, qui fait vraiment reparler de lui en Angleterre, qu'on annonce de retour en équipe de France. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Santini, mais il y a ça aussi. Ensuite, quand il va à Fenerbahçe, il revient à Bolton. À Bolton, c'est le meilleur attaquant qu'il y a dans cette équipe. Bon, en même temps, à Bolton, c'était pas difficile d'être le meilleur attaquant. Mais à Chelsea aussi, il finit une fois meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Meilleur buteur de première ligue, ouais. Et c'est ça. Et donc, du coup, pour moi, Nicolas Anelka, c'est une personne qu'il ne faut surtout pas oublier de mentionner lorsqu'on parle des bons attaquants français qui sont passés par la première ligue, c'est clair. Alors j'aimerais, pour terminer, rappeler juste une petite anecdote aussi. Chris tout à l'heure disait que peut-être les Anglais, pour gagner, devaient se séparer des joueurs de Français, mais depuis l'an 2000, chaque champion d'Angleterre avait au moins un Français dans ses rangs. Sylvestre, Barthez en 2000-2001, les Frenchies 2002-2004, Makelele, Gallas avec Chelsea, Evra bien sûr, Malouda aussi en 2010, Malouda dont on pourrait parler aussi. Malouda, je crise rapidement. Et Anelka aussi, mais Malouda par exemple, un joueur comme Malouda qui a été très important à Chelsea, qui a su jouer plusieurs postes aussi. Non, mais après, oui, effectivement, ça c'est par le fait d'avoir cette possibilité d'avoir toujours un Français dans les effectifs des champions d'Angleterre, quel qu'il soit. C'est vraiment une preuve de l'atout que représentaient ces joueurs-là donc dans cette période de première ligue jusque très tard dans notre même au-delà de la temporalité des oui, jusqu'à présent en fait. C'est pour ça peut-être qu'à date d'enregistrement, Liverpool ne sera finalement pas champion parce qu'il n'y a pas de Français dans ses rangs. Non, mais après par rapport à ça, je pense que c'est pour ça que peut-être ça marque un changement, le fait oui, c'est vrai. de voir que maintenant à l'entame de 2020, qu'une équipe comme Liverpool championne va peut-être l'être sans Français. Et peut-être qu'on va se poser la question de peut-être est-ce qu'on doit aller voir ailleurs ou peut-être est-ce que les Français doivent aller voir ailleurs principalement. C'est la question qui va se poser, mais je ne pense pas, puisque c'est vrai que pour un joueur footballeur professionnel français, on en a parlé brièvement, mais signer en Angleterre en première ligue, c'est gage de gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que n'importe où en Europe, et même en deuxième division, de signer dans des clubs où tu pouvais gagner davantage d'argent qu'en Ligue 1 dans un top club. Donc, c'est là, donc non, c'est ce questionnement que là, il faudra avoir. Est-ce que ce sera gage de niveau ? Non. Mais est-ce qu'au niveau financier, ils pourront s'y retrouver ? Je pense que ce sera toujours le cas. Mais c'est vrai que les crises sanitaires que l'on a pu voir et aussi
Et aussi justement donc les changements qu'il peut y avoir en première ligue peuvent aussi poser la question de ce renouvellement qu'il pourrait y avoir auprès des Français. Parce qu'on a eu effectivement Kanté en 2016 aussi avec Leicester, ou même avec Chelsea en 2017, Clichy Nasri en 2012-2014 avec City. Messieurs, on a parlé de tout ce qu'il fallait qu'on parle. Je pense qu'on a oublié un attaquant. Vas-y, je t'en prie. Olivier Giroud, quand même. Olivier Giroud, oui. Olivier Giroud, qui est un Loris aussi, on aurait pu en parler. Voilà. On aurait pu parler de Stéphane Dalmat. Oui, Stéphane Dalmat. Djibril Cissé. Steven Zonzi aussi. Oui, après, on peut très bien faire des podcasts de 14 heures, et dans ce cas-là, on aurait pu mentionner tous ces gens. Chibonda. Laporte. Pamaro. Candela, Djorkaeff aussi. Olivier Bernard de Newcastle. Domi. Didier Domi. Eh oui. Il y en a eu énormément. Mais je vous rappelle qu'il y en a eu. Il y en a eu 207, donc on ne va pas tous les mentionner, messieurs. Je sais que vous n'avez pas envie de rendre la parole, mais il va bien falloir le faire. Et parce que si on rend la parole maintenant, c'est que ça signe le dernier épisode de la saison 2. Oh non! Eh oui! Oh. T'as l'air d'être touché, Johan. Ah oui, les libéraux, c'est trop bien. Honnêtement, on s'est beaucoup amusé cette saison. C'est la deuxième saison qu'on fait avec vous. Si je peux me permettre une indiscrétion, je pense qu'on va revenir maintenant à voir avec Sports Content qui nous accompagne depuis toutes ces années maintenant, j'allais dire, depuis tous ces mois en tout cas, qui nous a permis d'avoir fait ces 2 saisons. Je suis obligé de remercier Brice qui nous écoute en ce moment parce qu'il est derrière les platines, DJ Brice. Et très important pour nous pour cette saison 2. Merci à vous trois, Gilles Christ, mon acolyte dans cette émission avec lequel on s'amuse à écrire les podcasts et on espère que jusqu'à présent, vous nous avez montré que vous les appréciez. Merci Raphaël et Johan aussi pour cette dernière. Normal, on n'oublie pas les copains. On aime le foot du milieu des années 90 à la fin des années 2000, donc ça c'est le vrai football, ça. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On n'oublie pas les copains. Bon, là, c'est peut-être aussi méprisant, mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Sinon, on n'aurait pas fait cette émission, bien entendu. On n'oublie pas les copains, Tate, Damas, Mohamed Ali, Samuel et Nams qu'on embrasse et qui nous ont fait. Rafik aussi. Et Rafik. Non, Rafik, qui n'a pas fait cette saison 2. Rafik, que vous pouvez retrouver dans Team Duncast, l'autre podcast. Ben qui a fait un épisode. Qui a fait un épisode, mais voilà, c'est des joueurs des gens qui nous accompagnaient sur cette saison. Voilà, je voulais mentionner aussi les autres podcasts, puisqu'on est dans une aventure avec Sports Content, et là, on va vous laisser cet été les écouter les premiers podcasts d'ailleurs qu'on a fait avec les libéraux. On en a fait 100 déjà, messieurs, c'est quand même pas mal. Mais vous pouvez aller écouter les autres podcasts qui nous accompagnent avec Sport Content, Team Duncast pour le basket, La Zerita Francese, Temps additionnel, tous nos amis qui sont dans la même aventure que nous, parce qu'on s'amuse à faire cette aventure, bien sûr. Et tu nous oublies exprès ou quoi? Il me semble qu'il y en a un qui va arriver dans pas longtemps. Non, mais qui est déjà là. Il me semble que c'est sur le plus grand club du monde. Je sais pas. Justement, j'attendais. Vous m'apprenez qu'il y a un podcast sur la Juventus. Merci. Oui, bien sûr. Mais un podcast qui tient à cœur à Johan, ça. Bien sûr, mais de toute façon, forcément, j'oublie énormément de podcasts. Pourquoi? Parce que Sports Content est la première manufacture française de production de podcasts sportifs natifs. Donc, donc c'est forcément, on en oublie énormément. Mais on n'oublie pas en tout cas de vous remercier, chers auditeurs. Vous avez été énormément cette saison. Je sais qu'on ne vous le dit pas forcément, mais il se passe vraiment quelque chose autour de nous, autour de vous. Et merci beaucoup d'être là. Merci des échanges que vous faites avec nous sur les réseaux sociaux. Pareil, on est de plus en plus suivis et vous répondez systématiquement présent. Et puis j'espère que cette aventure va continuer encore longtemps. Et puis on vous dit merci pour cette saison. À bientôt. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.